Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté. Bonjour, l'eau est cette ressource vitale que nous utilisons chaque jour. D'ailleurs, lorsque nous réglons notre facture d'eau à notre fournisseur, souvent un syndicat intercommunal, nous pensons bien de l'eau potable propre à la consommation humaine. Pourtant, certains d'entre vous, comme moi, ont récemment reçu avec leur facture une page intrigante intitulée « Quelle eau buvons-nous ?», signée par l'Agence régionale de santé, l'ARS. Cela soulève des interrogations sur la qualité de l'eau que nous tenons pour acquise. Comment l'eau est-elle gérée? Quelle gestion, publique, privée? Ajoutons à cela le contexte actuel, une éventuelle augmentation du prix de l'eau qui pourrait servir à éviter le gaspillage, financer l'adaptation de nos infrastructures face au changement climatique et surtout mieux faire correspondre la valeur de cette ressource à son coût. Mais ce n'est pas tout. Parmi les préoccupations majeures figure la présence de polluants éternels, les PFAS, PFAS, ça va mieux comme ça. Ces molécules chimiques que l'on retrouve dans de nombreux produits du quotidien contaminent notre environnement et par extension notre eau potable. Dans cette émission, nous allons explorer ces enjeux cruciaux avec des experts et des acteurs locaux. Focus, l'actualité autrement, un magazine présenté par Damien Martinez. À sec ou à siroter, l'eau potable sous la loupe, c'est le thème de Focus, l'actualité autrement, cette semaine sur RCF en Franche-Comté. Christophe Lim, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président chargé de l'eau et de l'assainissement à Grand-Besançon Métropole et président de la Régie d'eau. Vous êtes également président de France Eau Publique, structure qui regroupe plus de 100 membres, desservant plus de 15 millions d'habitants en eau potable sous gestion public. Alors avant de plonger dans le sujet, comment votre région a-t-elle vécu les récents épisodes de sécheresse et d'inondation? Il y a eu les deux en peu de temps. C'est toute la difficulté que nous avons dans le cadre du changement climatique. Souvent les gens sont interpellés sur les problématiques de sécheresse parce qu'on se dit est-ce qu'on va continuer à avoir de l'eau? Le deuxième point, c'est quand il y a des inondations, on le voit. Alors, notre région est moins touchée que d'autres régions, mais on voit bien que les phénomènes de changement climatique amènent à avoir de l'abondance de l'eau avec des terrains qui sont quand même de plus en plus imperméabilisés, de l'urbanisme qui a été fait depuis un certain nombre d'années, qui n'était pas obligatoirement très responsable. On va mettre 30 points derrière. Voilà. Parce que la pression immobilière, elle est là. On le retrouve au bord de la mer, avec une évolution de la mer. On le retrouve auprès de nos cours d'eau. Nous, aujourd'hui, on est quand même dans des problématiques d'inondation qu'on a connues, puisqu'aujourd'hui, les terrains sont gorgés d'eau, c'est-à-dire qu'ils n'absorbent plus la quantité qui peut tomber, et on a quand même des précipitations sur un certain nombre d'endroits qui est quand même relativement conséquente. Donc nous avons deux problèmes. Le problème des sécheresses qui vont être de plus en plus importantes, de plus en plus longues, et tout de suite après, des problèmes d'abondance d'eau. Donc nous, on va avoir un problème, c'est qu'il faut continuer à alimenter l'ensemble des usages, qu'ils soient domestiques, industriels, professionnels et agricoles. Il faut surtout pas l'oublier puisque c'est quand même une consommation importante. Christophe Lim, on peut donner peut-être un pourcentage? Alors au niveau national, le plus gros consommateur d'eau, c'est l'agriculture, à plus de 50%. Après, on a le refroidissement des centrales, qui sont souvent au bord des cours d'eau, qui consomment de l'eau. Centrales nucléaires, centrales thermiques, etc. Et puis après, on a de l'industrie sur environ 2 ou 3%. La part qui revient aux domestiques, c'est environ 25%. C'est-à-dire le quart des prélèvements d'eau sert à l'alimentation, essentiellement d'usage domestique d'une façon un peu générale. Donc on voit bien que nous, on a notre jeu à travailler sur ces problématiques d'économie, mais il faut aussi que ça soit une réflexion beaucoup plus globale de l'utilisation de l'eau, tout particulièrement dans un certain nombre de secteurs où, pour continuer à faire de l'agriculture, on a de plus en plus de gens qui font de l'irrigation. Alors, comment on fait l'irrigation? Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Est-ce qu'il faut continuer à faire un certain nombre de produits? C'est des vrais débats de société aujourd'hui, y compris sur notre agriculture. Et c'est pas le débat de demain, c'est le débat d'aujourd'hui. On y est vraiment. Alors, moi, je pense qu'il faut surtout anticiper, parce que derrière, on a des enjeux économiques. L'agriculture a une certaine fragilité. Alors ça dépend de l'agriculture, mais à une certaine fragilité. On a tout intérêt à garder cette agriculture en France, ne serait-ce que la souveraineté alimentaire. On s'est aperçu que quand même, quand il y a un certain nombre de conflits,
il y a soit les médicaments qui arrivent pas très très vite, hein, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait plus de 80-90% des médicaments qui n'étaient pas fabriqués en France. Donc, le jour où on fera la guerre avec un certain nombre de pays, ceux qui ont le cancer, ils vont mourir vite. Voilà, je veux dire que, mais sur l'alimentation, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on commence à travailler d'une façon intelligente avec l'ensemble des acteurs. Il y a de la pression, vous le sentez aujourd'hui, de la part des industriels, des agriculteurs. Alors, les industriels, à la différence des agriculteurs, les industriels, malheureusement, on a perdu beaucoup d'industrie depuis un certain nombre d'années. L'industrie en Franche-Comté est beaucoup partie à l'étranger, hein, industrie automobile, etc. On a une industrie qui est quand même assez peu consommatrice d'eau, d'une façon générale, hein, sur la région. Et les industriels ont fait beaucoup d'efforts depuis un certain nombre d'années, sous deux contraintes. Une contrainte économique, c'est-à-dire moins ils consomment d'eau, moins ils payent, mais aussi une contrainte d'environnementale, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont certifiées environnementales, et donc la consommation d'eau et surtout le rejet, parce que je pense qu'aujourd'hui, les industriels, c'est la problématique des rejets, c'est pas la problématique des consommations, ont fait beaucoup d'efforts. Et nous, on les a accompagnés sur Grand Besançon Métropole depuis 20 ans. Alors, point positif, hein, vous parlez du Grand Besançon Métropole pour nos auditeurs qui nous écoutent partout en Franche-Comté. Vous êtes un peu à la pointe, j'allais dire, de l'innovation. Alors, on parlait des problèmes d'eau. Voilà, vous avez développé d'autres points de captage. On parlait en préambule quand on a préparé cette émission, par exemple, de Novillard, hein, qui est dans la périphérie byzantine. Donc, vous êtes prêts, 3 petits points, je veux dire, même pour la sécheresse majeure. Allez. Alors, on essaie toujours d'anticiper, hein, parce que prévoir le changement climatique dans ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, les scientifiques nous donnent des pistes, hein, on voit bien à peu près où on va. Je veux dire, il y a peu de... On va vers des périodes de sécheresse de plus en plus longues et des périodes de pluie. Logiquement, les scientifiques nous disent qu'il devrait tomber toujours à peu près le même niveau d'eau sur le territoire français. Ça dépend aussi un peu des territoires. On voit bien que du côté de Perpignan, etc., ça semble plus être le cas. Quelques inquiétudes sur Besançon avec de fortes pluies, vraisemblablement. Alors, on a aussi des fortes pluies qu'on peut avoir sur Besançon, ce qui nous amène à avoir un certain nombre d'inondations. Bon, nous, on a travaillé depuis longtemps, hein, sur ces anticipations. On a toujours recherché une multitude, je dirais, de sources à l'intérieur de Besançon et de Grand Besançon Métropole. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous, à l'issue de la sécheresse de 2003, on a baissé nos prélèvements sur l'Alou, hein, puisque c'est quand même une ressource fragile, sur laquelle on a beaucoup de gens qui s'alimentent à partir de l'Alou. Donc on a joué notre rôle de solidarité par rapport à ça. On a diminué de moitié la capacité de la station, et on est allé chercher une ressource du côté de Novillard, à côté de la papeterie, dans une ressource qui ne bouge pas l'été, ce qui est relativement intéressant. Et comme tout est interconnecté, on peut jouer sur nos alimentations pour pouvoir donner une eau de qualité à l'ensemble des Byzantins et des Grands Byzantins, et on a joué aussi des interconnexions avec ceux qui sont autour de nous. Voilà. Alors, on parlera de l'eau de qualité en deuxième partie. Alors, parlons de la gestion publique de l'eau. Qu'est-ce qui vous a initialement motivé à vous engager dans cette voie, c'est-à-dire d'avoir une régie publique, hein, globalement, la ville de Besançon a toujours été en gestion publique. 95, elle a failli basculer à la gestion privée, hein, pour des raisons surtout financières. Hein. Ça coûte plus cher d'être d'une gestion publique que privée? Alors, les associations de consommateurs, parce que moi, si je vous dis ça, je suis un peu jugé parti, considèrent qu'on a environ 15 à 30% de différence entre une gestion privée et une gestion publique, à niveau de contraintes équivalentes. Parce que, on a aussi... plus cher ou moins cher alors pour le public? Pour moins cher, bien entendu. D'abord, on le voit bien qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de collectivités qui sont revenues en gestion publique depuis une vingtaine d'années. Hein. Vous donnez un ordre d'idée, il y a 20 ans, 70% de l'eau distribuée était par des acteurs privés et 30% par les acteurs publics. Aujourd'hui, on a 50-50. Avec des grandes villes, mais aussi des petites collectivités qui ont fait ce choix-là de la gestion publique sur les aspects tarifaires, mais pas que ça. Pour moi, la gestion publique, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est est-ce qu'on est capable de donner de l'eau à nos enfants et nos petits-enfants. Et donc là, ça peut pas se résumer sur un contrat de 6 ans ou 10 ans. Nous, on travaille justement sur du long terme. Quand on travaille avec les agriculteurs, quand on travaille sur nos périmètres de protection pour pouvoir faire attention à ce qu'on met dessus. Comment ça se passe justement, ces périmètres? Vous faites signer une charte qui est signée avec les différents acteurs, avec les agriculteurs, avec les industriels? Alors, on travaille de différentes façons en fonction des périmètres pluie. Alors, il y a un certain nombre de périmètres rapprochés où c'est nous même qui achetons les terrains pour éviter d'avoir un certain nombre de soucis. Après, on travaille avec les agriculteurs et moi j'ai toujours, enfin avec l'ensemble des acteurs, et moi j'ai toujours privilégié le dialogue. C'est-à-dire que quelque part, je veux pas aller sur la contrainte.
la première fois que je suis allé sur le périmètre d'Arcier, qui est la source historique de Besançon, qui est sur le périmètre de Saône, on a rencontré tous les acteurs, les communes, l'aérodrome de la Vèze, les agriculteurs, les collectivités, en leur disant, on va pas chercher des coupables. On va pas chercher des coupables. Sinon, on va se renvoyer la balle et ça va rien servir. Il faut que chacun fasse quelque chose dans son secteur pour pouvoir avoir de l'eau de qualité sur ce secteur-là. C'était de la négociation, c'était difficile. Il y a des moments difficiles avec certains des acteurs en disant oui, vous êtes bien gentil, mais moi, comment je pas trop, parce que les gens étaient un peu surpris de la discussion parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait arriver avec la réglementation. C'est-à-dire que, vous savez, quand on arrive quelque part, la puissance publique, entre parenthèses, peut faire peur. Voilà, on arrive et puis on dit, bon, on va vous rappeler les règles. On aura le dernier mot. Voilà. Ça. Et puis c'est nous qui aurons raison à la fin, puisque c'est nous qui avons la puissance publique. On n'est pas du tout arrivé dans cet état d'esprit-là. Donc dès le départ, on a eu un dialogue constructif avec tout le monde. Et puis au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est surtout les communes, puisqu'il y a plus de 20 ans, ces communes qui sont sur tous leurs périmètres sont passés à zéro désherbant. Alors qu'aujourd'hui c'est obligatoire, on voit bien qu'ils ont anticipé. Vous avez été précurseur. Oui. Alors, Ça veut dire que quand quelqu'un revient, la réunion d'après, parce qu'on fait une réunion une fois par an, revient, et ce qu'on faisait, on mettait en avant celui qui avait fait. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas fait, même si vous dites rien, l'année d'après, ils reviennent et ils se disent, alors ils le font 1 an, 2 ans sans rien faire. Et puis la 3e année, ils voient bien que quand on fait le tour de table et qu'ils n'ont rien fait, ça peut pas aller. Donc on a travaillé aussi avec la DDE pour plus faire, quand on sale l'hiver, on met un certain nombre de produits. On a travaillé avec la SNCF, puisqu'il y a une voie de chemin de fer qui passe au milieu de notre périmètre de protection. Des désherbants, on va dire, aujourd'hui, la SNCF ne désherbe plus sur cette partie de voie. Oui. Donc ça veut dire que ça se ressent dans la qualité de l'eau, dans les analyses, non, parce que vous faites des analyses régulièrement. Alors c'est là que le temps est long. Ouais. Alors on a 2 phénomènes. On a plutôt stagné dans un premier temps notre pollution. La deuxième chose, c'est que, et on y viendra sûrement sur les FAF, c'est que les laboratoires recherchent de plus en plus de choses et trouvent de plus en plus de choses. Quand on cherchait pas, on trouvait pas. Ça veut pas dire que ça n'existait pas. Les FAF, ça fait quelques années que ça existe. Et pourtant, on les cherchait plus ou moins parce qu'on n'a peut-être pas trop envie de les chercher. Donc la science pousse un petit peu aujourd'hui à chercher, ce qui fait que les molécules qui sont infines, on arrive à les cumuler. Donc, on a plutôt une stagnation, voire une certaine amélioration. Mais pour vous dire que c'est long, je vais prendre l'exemple de l'atrazine qui est interdite depuis 2003, on en trouve encore. On a aussi des phénomènes de couche. C'est un désherbant. C'est un désherbant, exactement. Donc ça veut dire qu'on a soit, alors plus personne l'utilise, on peut peut-être pendant 1 ou 2 ans les fonds de bidon, allez, on va faire comme ça. Donc ce qui prouve bien que le temps est long, la nature elle est longue. On a des poches d'eau qui doivent bouger sur notre massif, ce qui fait qu'on arrive à retrouver. Donc on a une stagnation, voire une amélioration sur un certain nombre de produits. Et on le voit donc dans les statistiques qui sont faites. Donc c'était le fameux document dont je parlais un peu de l'ARS, qui revient régulièrement, minimum 1 fois par an. Je sais pas si c'est une obligation légale. C'est une obligation légale. C'est-à-dire que nous sommes soumis à des analyses d'eau par des autorités indépendantes. Nous, on fait pratiquement sur tous nos gros captages tous les jours des prélèvements avec des analyses de qualité d'eau, tous les jours. On a un laboratoire qui est à la station de Port-Nouveau qui analyse les eaux usées et les eaux propres. Avec la grille, j'allais dire, officielle de ce qui est recherché. Vous n'allez pas chercher plus ou pas chercher moins. Alors, pour l'instant, on est dans la réglementation. C'est-à-dire que notre objectif, nous, en tant que distributeur d'eau, c'est de distribuer de l'eau sur des qualités qui sont définies par les autorités compétentes, en sachant que l'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Et c'est bien. Et c'est bien. Et que la réglementation, elle évolue régulièrement. Une réglementation française, européenne, ou toujours un peu plus poussière française dans la dimension de française. Plus en plus. Tous les dossiers qui arrivent sur l'eau et l'assainissement sont souvent des dossiers de directives européennes. C'est pour ça qu'on a aussi créé une structure au niveau de l'Europe, de Bruxelles, qui s'appelle Aqua Publica Europea, dont France Publique est partenaire, qui travaille avec la Commission pour pouvoir défendre les valeurs de la gestion publique sur un certain nombre de points. Donc oui, de plus en plus, les directives européennes, ce sont des directives de l'eau. Il vient d'y en avoir une nouvelle qui vient d'être publiée. Elle est traduite en droit français, à minima au niveau de la directive, voire plus pour un certain nombre de problématiques. Et là, on rentre en discussion avec les ministères. Mais c'est une évolution constante depuis un certain nombre d'années
sur l'eau propre et comme sur l'eau usée. Parce qu'on parle souvent de l'eau propre, mais on ne parle pas souvent de ce qui parle dans... C'est-à-dire ceux qui veulent, on parlait de la station de Nouveau, hein, Oui. effectivement, pour le Grand Besançon Métropole. Là aussi, il y a une réglementation, j'allais dire, précise. L'eau qui est traitée est renvoyée, j'allais dire, dans le Doubs, hein, pour faire simple. Et là aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est peut-être très très important. Alors je reviens régulièrement là-dessus parce qu'on m'interroge toujours sur l'eau, mais assez rarement sur les eaux usées. Et globalement, je pense que les efforts que nous devons faire aujourd'hui sont les efforts sur l'eau propre, anticipés, y compris les futures réglementations. Mais globalement, en France, 97-98% de l'eau qui est distribuée en France est sous les critères de qualité actuels. Donc, c'est pas obligatoirement le cas sur les eaux usées, puisqu'on est condamné régulièrement par l'Europe, parce que quand on respecte pas une réglementation, l'Europe engage des procédures contre la France, et on verse plusieurs millions d'euros de pénalités parce que nos eaux de surface ne sont pas suffisamment propres, et tout particulièrement sur un certain nombre d'acteurs, dont les collectivités. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille par rapport à ces éléments-là. Nous, quand on a repris l'intégralité de la compétence sur Grand Besançon Métropole au 1er janvier 2018, on avait 5 ou 6 stations qui n'étaient pas aux normes. On a inauguré samedi la station de Chaude-Fontaine, on est de nouveau aux normes, mais il nous en reste entre 3 ou 4, et l'objectif c'est qu'en 2026, voire 2027, toutes nos stations seront aux réglementations actuelles pour pouvoir redonner de l'eau de la meilleure qualité possible. Alors, petite question avant de marquer une pause. Quelle est votre opinion sur l'utilisation de l'eau pluviale? On en parle de plus en plus. Faut-il l'utiliser à des fins de consommation humaine? Alors, la question ne se pose peut-être pas dans notre région, mais dans les grandes villes. En tout cas, il faudra réfléchir sur toutes les utilisations qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on va être confronté à des enjeux qu'on n'a jamais connus jusqu'à maintenant. Donc, tout doit être réfléchi, regardé un petit peu en fonction d'un certain nombre d'éléments. À partir de là, moi faisons déjà des efforts dans le cadre de la gestion du quotidien. Deuxième chose, regardons tous les périmètres que nous avons fermés depuis un certain nombre d'années parce qu'ils n'étaient pas conformes. Donc ça veut dire qu'on peut déjà travailler sur cette qualité. Et puis après, dans un certain nombre de secteurs bien précis, de regarder la réutilisation d'eau usée, entre parenthèses, eau de pluie, etc., voir le coût du traitement, parce qu'on parle beaucoup de réutilisation d'eau à l'issue des stations, etc. On parle rarement du coût qu'il peut y avoir derrière qui est supportable. Donc il y a un moment, il faut qu'on fasse des choix. Dans les budgets d'eau et d'assainissement, c'est comme une entreprise. On a des recettes et on a des dépenses. Donc chaque euro qu'on doit utiliser, il faut qu'on l'utilise à bon escient. Moi, quand j'entends qu'on va réutiliser des eaux usées derrière des stations de traitement des eaux usées, alors qu'en France, on n'est pas dans la réglementation, je me dis qu'on va déjà commencer à mettre toutes nos stations, aux normes, et puis après, on avancera au fur et à mesure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on va continuer à en discuter avec vous, Christophe Lim, vous restez avec nous. Focus, l'actualité autrement revient avec cette question, faut-il continuer à boire de l'eau du robinet? À tout de suite. Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté. Faut-il continuer à boire de l'eau du robinet? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Christophe Lim. Vous avez reconnu Véronique Sanson, Rien que de l'eau, extrait de l'album Sans regret de 1992. Je crois que vous êtes un fan de la première heure. Oui, c'est ça, c'est très bien. Puis en plus, le titre est Rien que de l'eau. Alors après, on peut mélanger avec d'autres choses de temps en temps. Alors c'est une pollution invisible, mais pourtant bien réelle. Les polluants éternels face des molécules chimiques présentes un peu partout dans votre quotidien. La poêle à frire anti-adhésive, les cosmétiques et même les papiers toilettes. Ces PFAS contaminent également notre environnement et notamment l'eau potable. Dans une enquête publiée le 19 septembre, la cellule d'investigation de Radio France et France Bleu révélait la présence de polluants éternels et les PFAS dans l'eau du robinet à Saint-Vite. Ces molécules chimiques sont suspectées d'avoir des effets délétères sur la santé humaine. Alors c'est un peu le branle-bas de combat, Grand Besançon Métropole, avec une conférence de presse et Christophe Lim. Oui, c'est ça. Alors on était, parce qu'on était interpellé 2-3 jours avant par France Bleu au niveau local, qui nous confirmait, puisqu'on le savait, qu'on avait des FAS du côté de Saint-Vite.
Sauf que nous sommes au 10e de la future norme du 1er janvier 2026. Bon, donc il y a encore un peu de marge. Oui, je pense. Puis ça veut dire qu'autour de l'eau, il y a beaucoup de fantasmes avec tout ce que ça peut comporter. Et dès qu'on touche à l'eau, on touche à quelque chose qui est le degré de l'intime. Le degré de l'intime. En plus, on consomme de l'eau, on fait un certain nombre de choses. L'eau est importante. Hein. J'ai souvent un peu l'habitude de dire, c'est un peu Manon des sources. Hein, oui, c'est ma source, mon eau, ma qualité, etc. Bon, les faces, c'est quelque chose qui existe. Hein. C'est un produit qui a été inventé par les industriels pour pouvoir améliorer notre quotidien, il faut jamais l'oublier, ça. Hein. Et il y en a des milliers. Le problème, c'est qu'ils portent bien leur nom, c'est des pollutions éternelles. Des autres pollutions arrivent à se diluer au fur et à mesure du temps, globalement, parce que la nature absorbe, dilue, amène à digérer un certain nombre de points. Les faces, ça nous pose un vrai souci, ça veut dire que ça va durer des années, voire des dizaines d'années, voire peut-être des centaines d'années. Donc nous, ce qu'on fait depuis 2 ans avec les RS, c'est qu'on a analysé l'ensemble de nos cours d'eau sur Grand Besançon Métropole. On est tout partout en dessous des normes. Il y a pratiquement la moitié des ressources, nous n'en avons même pas. Le deuxième point qu'on a en termes de difficulté, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, les laboratoires sont un peu limites, puisque comme les concentrations sont infiniment petites, il faut avoir des laboratoires qui sont en capacité de pouvoir les trouver. Donner un petit exemple, cette année en 2024, on a analysé toutes nos ressources d'eau avec 2 laboratoires différents. Et bien on a des résultats sur les 2 laboratoires qui sont différents. Avec les mêmes prélèvements. Et inquiétant dans la différence non, mais on voit bien que voilà. Et puis donc ça veut dire qu'il faut qu'on sécurise le prélèvement, il faut qu'on sécurise les éléments. La deuxième chose, il faut que les scientifiques nous disent à partir de quelles normes il peut y avoir des contraintes pour l'être humain, hein, comme vous l'avez dit, des problèmes de cancer, des problèmes d'infertilité, des problèmes sur un certain nombre de points. Il peut y avoir des phénomènes de cocktail, c'est-à-dire que des molécules qui sont l'une avec l'autre. Une seule n'est pas dangereuse, l'autre seule pas dangereuse, mais les deux en même temps peuvent aussi avoir un caractère dangereux. Hein. Et pour l'instant, on est un peu en eau trouble. Si exactement, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, on voit bien qu'on est en train de rechercher un certain nombre d'éléments sur un certain nombre de pas. Après, des FAF, il y en a partout. Hein. Je vais vous dire comme ça, parce que nous on travaille aussi avec l'agriculture. Quand vous avez 100 grammes de brocoli, ça tombe bien, j'aime pas trop les brocolis. Il faut boire 50 mètres cubes d'eau pour pouvoir avoir la même concentration dans 100 grammes de brocoli. Donc je veux bien qu'on vienne nous chercher. Les enfants n'écoutez pas. Hein. Oui, vous avez bien entendu, il faut manger aussi des brocolis. C'est pour dire, ça veut dire que quelque part, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'eau. Qui est l'aliment, le produit alimentaire le plus contrôlé. Il y a beaucoup de contrôle dessus, beaucoup de fantasmes sur un certain nombre de choses, mais il faut faire. Nous, on en a, on va les chercher, même s'ils sont en situation très inférieure, on va essayer de les trouver d'où ils viennent. Alors quand vous les trouvez, c'est dans vos propres laboratoires. Alors, on va travailler avec on va travailler avec, on est en train de monter une convention avec Chrono Environnement, puisqu'on a quand même des chercheurs sur Besançon qui sont très bons, de l'université de Franche-Comté. On a des chercheurs, c'est pas la peine d'aller chercher loin, en plus on a des grands chercheurs qui sont sur Besançon. Donc on les a rencontrés cette année, sur ces molécules, sur d'autres problématiques qu'on peut avoir. L'idée, c'est de faire le lien entre la gestion publique, d'une façon générale, localement, mais aussi nationalement, puisqu'on retrouve les mêmes problématiques dans d'autres structures, travailler avec les chercheurs pour qu'ils nous déterminent, si possible, le degré de dangerosité, mais surtout les origines. L'idée, c'est d'aller trouver ceux qui les émettent, essayer de travailler avec eux pour qu'ils les réduisent, voire les suppriment, voire trouvent d'autres systèmes. Alors avec un exemple, peut-être l'eau de la Loue qui était polluée par une filière. C'est ça. On peut dire, on a parlé des brocolis, on peut parler aussi de la filière. Oui, mais la Loue, vous savez, c'est un diamant. Pour moi, la Loue, c'est malheureusement une eau qui reste encore de haute qualité, mais qui était un diamant. Et quand on veut préserver un diamant, eh bien, on ne met pas la même chose que quand on veut préserver une pierre quelconque. Voilà. Ça veut dire que sur les problématiques de la Loue, on a des problématiques de réchauffement de l'eau. On a des problématiques de concentration de produits. On a des problèmes de lessivage. Je reviens à ce qu'on disait au début. D'un seul coup, pendant 2 mois,
pas de eau, et d'un seul coup, vous avez un phénomène de pluie d'une façon importante. Donc vous avez des phénomènes de lessivage qui sont sur le terre qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Lessivage, ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que l'eau n'a pas le temps d'être absorbée, comme le terrain est dur, hein, vous voyez, quand ça a une sécheresse, le terrain est extrêmement dur. Donc ça veut dire que l'eau qui tombe dessus va pas s'infiltrer facilement, elle va plutôt ruisseler. Donc ça veut dire et donc, comme ça fait 2 mois qu'il n'y a pas plu, vous imaginez un peu, c'est comme chez vous quand vous nettoyez pas votre maison pendant 3-4 mois, le jour où vous faites la poussière, vous voyez où il y a de la différence. C'est le même principe au niveau des terrains. Dur, lessivage, et donc on se retrouve avec des concentrations qui sont relativement conséquentes. On l'a vraiment particulièrement sur la problématique de l'eau. Problématique au niveau de l'agriculture, problématique du comté, problématique sur lesquelles et là on a réagi. Et vous avez commencé à commencer. Mais là, la préfecture, les acteurs commencent à réagir, mais on voit bien qu'il faut du temps. C'est là qu'on a un phénomène de temps. Donc l'objectif, c'est de travailler, aller chercher la ressource et éviter d'avoir des polluants. Et alors, donc, il y a une législation qui va arriver en 2026, qui va refixer effectivement des critères. Vous êtes plutôt positif, inquiet, c'est-à-dire sur ce qui va être annoncé? Non, moi, je suis pas, je suis pas inquiet justement parce qu'on cherche à anticiper un certain nombre de choses. Simplement, il faut que les scientifiques et la réglementation, elle soit claire. Il y a 1 an et demi, on nous a annoncé une norme où, du jour au lendemain, il y avait le tiers des alimentations en France qui n'étaient plus conformes, avant l'été. Pendant l'été, le gouvernement change la réglementation et on se retrouve au mois de septembre où pratiquement tout le monde est conforme. Ça pose problème pour le grand public qui nous écoute. Enfin, moi, j'ai vu les ministères, j'ai dit... Non. Quelle était votre réaction justement? Surtout pas ça. Surtout pas ça. Ça veut dire qu'en gros, pourquoi c'était dangereux avant l'été et c'est plus dangereux après l'été? Je dis, vous imaginez nous quand en face de la population qu'on dit buvez l'eau du robinet sans problème, les gens nous disent attendez, vous êtes pas fiable, vous êtes de l'autorité publique. Nous on est considéré comme l'autorité publique au titre des ministères. On est un peu les représentants des ministères au niveau local. Hein. Vous savez, quand vous allez voir quelqu'un pour lui dire la qualité d'eau, il va pas vous demander si c'est l'ARS, si c'est la ville, si c'est l'agglo, vous voyez. Donc ça veut dire qu'on a cette responsabilité-là. Donc moi, ce que je veux, c'est que les scientifiques ils soient clairs par rapport à ça. Quitte à ce qu'on évolue dans le temps. Vous savez, il y a des choses qu'on a sous-estimées il y a quelques années. Il faut qu'on y fasse attention aujourd'hui. Donc on a plutôt intérêt à anticiper. Grand Besançon Métropole ne s'approche jamais des normes. C'est ça l'avantage. Et comme on est suffisamment interconnecté sur l'ensemble de notre territoire, même une ressource qui viendrait à se dégrader d'une façon temporaire, on l'arrête. Vous venez voir ma question, plutôt du robinet au minéral, enfin on a bu de la bisontine ici, on peut continuer en toute confiance Alors, sur Grand Besançon Métropole, il n'y a aucun souci sur la confiance qu'on peut avoir sur la qualité d'eau. D'abord, on a joué toujours la transparence quand on commence à avoir un certain nombre de soucis, et je vous le dis, en plus, comme on a à peu près 2 fois plus de production que de consommation. Ça veut dire qu'on peut se passer du jour au lendemain d'une alimentation, même la plus importante, qui est celle à partir d'Arcier, qui représente 40% de la ville de Besançon. On l'a arrêté pendant 1 an puisqu'on a rénové complètement notre station de la Malade. Donc ça veut dire que quand nous ne jouons jamais avec la qualité qui est distribuée. Voilà. Donc il y a totale confiance par rapport à la consommation de l'eau du robinet. Si les normes évoluent, nous évoluerons avec ces normes. Mais nous allons tout de suite anticiper. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à résoudre un problème. On va éviter d'en avoir un. Je pense qu'on aurait bien mieux fait de travailler comme ça depuis quelques années. Du robinet au minéral, non, on parle aussi de la pollution des plastiques. Vous avez aussi des études qui ont été faites par rapport à ça. Après, moi, je valorise l'eau du robinet. J'aime pas trop dévaloriser les autres. L'eau qui est distribuée. Au du robinet de source, c'est pareil. Vous faites après, je fais le petit lien. Il y a l'eau minérale, l'eau de source, l'eau de machin, etc., etc. Globalement, si vous n'avez pas de problème de santé, parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé pour certains. La consommation de l'eau du robinet, pour vous donner un équivalent, on n'est pas loin de la qualité des viands sur Besançon, donc on peut y aller. Et puis après, transporter des bouteilles, mettre des plastiques, et puis payer environ entre 300 et 400 fois plus cher son litre d'eau. S'il y a des gens qui aiment bien jeter l'argent par les fenêtres, ils continuent à acheter des bouteilles en plastique. Alors un petit clin d'œil justement, c'était il y a 2 ans et demi. Vous étiez avec vos collègues un peu partout en France pour justement vilipender un peu, et on va le citer, McDonald's, qui vendait de l'eau du robinet à des prix d'eau minérale et encore plus. Et ça vous a heurté. Oui, parce qu'on jouait justement sur la peur de l'eau du robinet classique, c'est-à-dire en gros, en disant on a une eau super filtrée, super de qualité,
par résonance, ça veut dire que l'eau qui était distribuée chez McDonald's par notre alimentation, elle était de mauvaise qualité, quoi. Bon, le gros avantage, c'est qu'on a fait une analyse d'eau entre l'eau hyper filtrée, alors je crois qu'elle est à 2 € et quelques la bouteille, un truc comme ça, hein, et puis notre eau qui est 0,0 centimes. Je veux pas vous dire, mais je crois que même notre qualité d'eau était supérieure. D'ailleurs, le groupe, la multinationale est revenu un petit peu sur sa communication. Mais ça, oui, ça veut dire qu'on est autour de ce fantasme, autour des éléments, et moi je considère que notre responsabilité, c'est de distribuer de l'eau de qualité, c'est pas de faire de l'argent sur un bien commun. Alors justement, vous parlez du prix au mètre cube, vous avez été un peu, j'allais dire, la chevautrière, la figure de proue de, j'allais dire, cette tarification au mètre cube, hein, c'est ça. Alors, la tarification, il faut qu'on y travaille parce que c'est un élément sur lequel on doit travailler avec la population. On a fait déjà une première approche par rapport à ces éléments-là. On va sûrement faire une deuxième approche avec le conseil participatif de Grand Besançon Métropole. Je pense que la facturation, c'est un élément important de gestion pédagogique auprès de l'ensemble de notre population. Donc, on a mis les 3 premiers mètres cubes gratuits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une famille de 4 personnes qui consomment de l'eau du robinet, boit, ne paye rien. Ce qui correspond à une consommation humaine. Moyenne, voilà. à peu près. Ouais. Donc ça veut dire qu'aux gens, on leur dit, buvez de la Byzantine, elle est gratuite. Vous avez, il y a aussi le côté peu marketing qu'on prend un peu aux autres. Après, jusqu'à 80 mètres cubes, c'est le prix normal. Et au-dessus de 80 mètres cubes, on considère c'est la piscine voilà, que c'est excessif et qu'on a une... Voilà. Je pense qu'il faut aussi qu'on travaille sur une tarification sociale, ce qu'on n'a pas encore sur Grand Besançon. C'est la prochaine étape. Voilà, moi j'ai demandé au service de commencer à réfléchir. On voit bien qu'on a une partie de la population sur ce bien commun où la facture, celle-là comme d'autres, devient un vrai enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas responsabiliser, puisque la consommation, on doit toujours en payer une partie, mais il y a une partie qu'il faudra peut-être qu'on mette un peu plus sur les populations les plus précaires de Grand Besançon Métropole qui a un accès plus intéressant financièrement. L'eau va continuer, la facture d'eau va continuer à augmenter avec justement l'eau à traiter, les inquiétudes aussi par rapport à ça. Enfin, alors, inquiétude oui, parce que globalement, on a une succession de réglementations qui nous tombent dessus et j'ai un peu l'impression, j'en ai encore discuté il n'y a pas longtemps avec le préfet, que personne n'a fait l'addition de tout. Alors quand on les prend les unes derrière les autres, elles sont toutes importantes. On a parlé des FAF. Oui, c'est important, il faut les limiter. On a des épandages de bouts de stations qui sont interdits par le comté, donc ça va nous coûter de plus en plus cher. Les stations, là, la station de Chaux-de-Fontaine, c'est plus d'1 million d'euros. Donc voilà, on a des gros engagements financiers. Donc il faut aussi que le prix reste acceptable sur notre population. Le gros avantage, c'est que nous sommes en gestion publique et donc on a aujourd'hui un certain nombre de réserves financières qui nous permettent d'amortir dans le temps les augmentations, mais on reste sur des augmentations sur lesquelles il faut être attentif auprès de notre population. Mais oui, ça va sûrement augmenter dans les années à venir. Faisons attention à la surtechnique. Parce que derrière, il y a aussi des gens qui nous vendent des produits. Quand on parlait de pollution, c'est quelquefois les mêmes qui ont laissé les autres polluer qui viennent nous vendre des usines à dépolluer. Je suis plutôt allé voir ceux qui polluent pour qu'ils arrêtent de polluer plutôt que d'acheter des usines pour pouvoir dépolluer. Voilà. Christophe Lim, merci beaucoup d'avoir participé à Focus l'actualité autrement. Dans quelques instants, juste après notre seconde pause musicale, nous irons voir du côté du climat et eau potable. C'est la suite sur RCF en Franche-Comté.